Bonjour, alors me voilà à la fois proche de vous et pourtant très lointain, hein, dans un autre pays, communiquant à travers cet outil numérique. Et alors, la question dont je vais vous parler justement, c'est qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change quand on a affaire à un interlocuteur individuel ou une réunion de groupe, quelqu'un qui est là et en même temps qui n'est pas là, une sorte de nouvelle forme de présence, une présence numérique. Il faut bien comprendre d'abord que tout change. Tout change parce que déjà la rencontre ne se passe pas de la même manière. Quand on a une rencontre physique, on voit la personne arriver de loin, on voit sa silhouette, éventuellement, évidemment, on lui serre la main, ça peut s'asseoir, voilà. Et en distanciel, comme nous sommes aujourd'hui, pouf, l'interlocuteur apparaît brutalement et certaines personnes en sont un peu déroutées. Au moment de la séparation, c'est exactement pareil, c'est assez brutal et vous connaissez tous ces moments un peu à la fois ridicules et un peu stressants, hein, dans lesquels on voit son interlocuteur tout d'un coup cesser de nous regarder, chercher un bouton quelque part pour arriver à arrêter la communication. Donc, des manières de se retrouver, des manières de se quitter, hein, qui sont fondamentalement différentes et qui sont quand même assez inconfortables pour beaucoup de gens, surtout qui l'ont été au début. On s'habitue, mais vous allez voir qu'on s'habitue pas à tout. Parce que, au cours de la rencontre, les choses aussi vont être très différentes. Il faut bien se rendre compte que quand on est ensemble, eh bien, notre corps est très présent. On sait bien que en fonction de l'attitude de l'autre, s'il s'agite un peu sur son siège, que ce soit en individuel, en réunion, on sait qu'il a quelque chose à nous dire. Et puis on sait aussi que c'est quand même avec les mimiques, hein, que l'autre nous dit s'il est d'accord, pas d'accord, s'il a quelque chose à dire, s'il veut nous interrompre, voilà. Et donc du coup, les corps ne sont pas présents, hein, dans la communication en ligne. On voit le visage, on voit éventuellement un peu les mains si on a envie de les montrer ou si on est cadré assez large. Mais si on est cadré assez large, du coup, on perd un peu des mimiques, on perd complètement les regards. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas humain finalement dans cette communication-là. Les corps ne nous informent pas des intentions de nos interlocuteurs. Les mimiques sont difficiles à apprécier. Et puis, cette espèce de résonance corporelle qui fait que quand on est avec quelqu'un, on croise par exemple les jambes en même temps, on bouge les mains en même temps, on s'accroupit à la table en même temps. Tout ça qui fait que la confiance dans l'autre est augmentée n'existe pas non plus. Et puisque je vous parlais des regards, disons encore un mot, hein, vous savez bien qu'en distanciel, là je me suis arrangé pour regarder ma webcam, mais très souvent on a l'impression que les gens regardent ailleurs, voilà, au-dessus de nous, au-dessous de nous, en contre-plongée, en surplomb. Pourquoi? Parce que ils essayent de nous voir, de nous regarder, mais comme leur webcam n'est pas placée en placement de leur regard, eh bien, on a toujours l'impression qu'ils ne nous regardent pas, les limites, qu'ils ne nous écoutent pas vraiment. Voilà. Donc tout ça est très compliqué, tout ça a des conséquences, hein, qu'on a pu observer pendant le confinement. Ça veut dire que dans les thérapies, par exemple, on s'est aperçu que les patients étaient beaucoup plus inquiets, beaucoup plus angoissés, beaucoup plus préoccupés du fait que leurs thérapeutes ne les comprennent pas, voire même ne les écoutent pas. Dans toutes les réunions en distanciel, on s'est aperçu que il y avait des gens qui se lâchaient, qui étaient incroyablement plus violents que dans les réunions en présence physique. On s'est aperçu qu'il y avait des gens qui, en distanciel, ne disaient plus rien, s'absentaient, voilà, disparaissaient, se fondaient dans le paysage. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait à la fois une difficulté de communiquer et comme chaque fois quand il y a une souffrance, hein, chez l'être humain, il y a des comportements qu'on appelle d'attaque-fuite. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont de manière un peu préventive, hein, parce qu'ils se sentent menacés, pas vraiment par quelqu'un, mais par la situation, ceux qui vont attaquer. Voilà. Et puis, il y a ceux, fuite, hein, qui, aussi parce qu'ils se sentent menacés ou parce qu'ils n'ont pas la même configuration mentale, vont s'effacer, vont se mettre de côté. Et aujourd'hui, on le voit dans les entreprises, j'ai amené plusieurs fois à intervenir là-dessus, on voit dans les entreprises des gens qui ne veulent pas revenir en présentiel et les directeurs des ressources humaines, à chaque fois, doivent se poser la question, est-ce que ces personnes ne veulent pas revenir parce qu'elles ont des avantages au distanciel, elles économisent du temps de transport, elles sont là quand leurs enfants rentrent de l'école, elles gèrent leur temps, bon, beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des gens qui veulent pas revenir parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de retrouver des collègues avec lesquels ils se sont engueulés en distanciel, soit que ce soit eux qui aient agressé, soit qu'ils se soient sentis agressés.
N'oubliez pas non plus qu'en distanciel, il n'y a pas ces possibilités de se retrouver dans une salle avant la réunion, d'échanger, voilà, de sécréter des hormones de la compagnie, des hormones du plaisir, de se sentir bien, de détendre l'atmosphère. Il n'y a même pas la possibilité pendant la réunion de glisser un petit papier à quelqu'un à côté de soi, de taper le coude, de lui faire un sourire, de se réconforter. Donc chacun est très isolé. Chacun est très isolé, puis n'oubliez pas non plus, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est assez évident, chacun est dans son espace. Et vous savez que certaines personnes ont pu être même attaquées après des réunions parce que leur espace, enfin attaquées, moquées, de se sentir agressées, parce que leur espace apparaissait comme un peu ridicule, ringard, voilà. Vous avez vu un tel comme il arrange sa maison, voilà. Donc tout ça fait que la relation en distanciel est très compliquée. Alors quelles conséquences de tout ça? Ben, la conséquence, vous l'avez compris, c'est que les sensibilités de chacun sont considérablement majorées, la fragilité, les fragilités éventuelles sont majorées, mais de façon plus, on va dire plus, si on le comprend de manière plus fine. Ce qui va se passer en distanciel, c'est que un élément fondateur de la relation, qui est la présence de l'autre, ne va pas pouvoir compenser la représentation, l'image mentale que nous avons de l'autre. À chaque fois que nous sommes engagés dans une relation, quelle qu'elle soit, nous avons toujours une représentation de l'autre, des autres, on va dire de l'autre pour simplifier. Et puis nous avons la réalité de l'autre, la manière dont il nous parle, dont il nous sourit, dont il nous fait la gueule. Et il nous faut toujours accommoder les deux, changer la représentation mentale que nous avons de l'autre en fonction de ce que nous voyons de l'autre. Or, en distanciel, eh bien souvent, ce que nous voyons de l'autre, c'est pas vraiment l'autre, c'est une image que nous fabrique la caméra, c'est une image qu'il se fabrique lui-même. Si en plus il utilise un avatar, comme parfois ça se fait pour interagir, notamment dans les jeux vidéo, eh bien à ce moment-là, nous n'avons aucun feedback de la réalité de l'autre. Et donc nous sommes constamment tentés de nous replier sur l'image que nous avons de l'autre. Ce qui fait qu'à la limite, nous ne communiquons plus avec des personnes réelles, nous communiquons avec des images que nous avons de nos interlocuteurs. Et puis, n'oubliez pas non plus que de ce fait-là, eh bien, comme j'ai dit, la relation peut être angoissante si on n'a pas une représentation très précise de l'autre, ou si on a une représentation assez problématique de l'autre, négative de l'autre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en distanciel? Nous allons réduire nos relations aux personnes dont il nous semble qu'elles nous ressemblent le plus, qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt que nous, les mêmes préoccupations. Donc, nous allons réduire notre réseau relationnel. Et ça, on l'a bien vu pendant le confinement. Si vous travaillez avec 10 collègues, voilà, il y en a 2 avec lesquels vous entendez très bien, 3 un peu moins, les autres pas du tout. Avec qui vous allez communiquer en distanciel, donc vous allez garder le lien social. Mais avec qui? Avec les 2 avec lesquels vous entendez le mieux et les autres, zéro, vous les oubliez. Ce qui veut dire que pendant le confinement et le reste du distanciel, c'est d'augmenter la quantité d'échanges avec les gens qui nous ressemblent le plus, d'oublier les autres et finalement d'évoluer, voyez, vers une sorte de repli, de pas de repli sur soi, mais de repli sur ceux qu'on imagine partager sa communauté. On n'est pas loin de l'encouragement au communautarisme. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Alors quelques mots pour terminer, quelques précautions. Le plus possible réserver le distanciel quand on échange des informations, dès qu'il y a des décisions à prendre, se voir en présentiel. Mais il y a aussi d'autres conseils qu'on peut donner. C'est évidemment d'accorder le maximum d'attention aux attitudes de chacun, d'essayer de sourire, de présenter les autres dans les réunions. Et puis, et puis évidemment, nous rendre aussi attentifs à quelque chose qui est en filigrane dans toutes les réunions distancielles, c'est évidemment la capture de nos données personnelles à tout moment. Donc, je crois, voilà, que la leçon qu'on pourrait tirer de tout ça, ça serait de mieux réfléchir aux avantages et aux inconvénients du distanciel. On va devoir continuer le distanciel, mais essayons de l'utiliser pour ce qu'il peut nous apporter, mais ne lui demandons surtout pas ce qu'il ne peut pas nous apporter. Puis soyons conscients du fait que il y a des personnalités qui vivent mal ces situations, il faut en tenir compte, et puis tenons compte aussi du fait que chaque fois que nous échangeons en distanciel, eh bien, nous alimentons les immenses bases de données qui nous concernent chacun. C'est cette poussière d'informations qui nous paraît sans intérêt, mais cette poussière qui, une fois agrégée à d'autres poussières, voilà, permet aux fournisseurs d'accès à Internet, à ceux qui gèrent toutes les informations passant par Internet, de mieux nous connaître, de mieux nous cibler.
Voilà. Donc, vous voyez, le risque, eh bien, pour le dire en deux phrases, nous éloigner d'un certain nombre de gens qui nous paraissent, à tort ou à raison, différents de nous, et puis le risque que nous nous habituions à des formes de communication dans lesquelles nos données sont prélevées en permanence pour ensuite nous faire des propositions ciblées, commerciales ou autres. Voilà. Alors ne sous-estimons pas les intérêts du distanciel, mais sachant les relativiser. Voilà. Merci de votre attention.